Victor Andrade n'était pas du genre à s'arrêter pour regarder la ville. Il traversait les rues avec la hâte chronométrée de quelqu'un qui avait depuis longtemps oublié comment marcher sans but. À 42 ans, c'était un nom influent dans le secteur financier, un entrepreneur qui avait bâti son empire avec discipline, précision chirurgicale et une froideur qui mettait ses concurrents mal à l'aise. Il se levait tous les jours à 5h15, buvait le même café noir sans sucre, passait en revue des rapports et partait pour une nouvelle journée de décisions, de chiffres et d'objectifs. Il n'avait pas de temps pour les distractions, ni pour les gens. Son appartement, perché en haut de l'avenue Paulista, ressemblait à un showroom de succès solitaire, soigné, coûteux et trop silencieux pour quelqu'un qui vit. C'est un mardi comme un autre, à un carrefour bruyant de la rue da Consolação, que le monde de Victor, ce monde parfaitement contrôlé, subit sa première fissure. Il avait une conférence téléphonique programmée dans 20 minutes et traversait la rue en parlant au téléphone, distrait par un graphique de performance sur l'écran de sa montre connectée, lorsqu'un détail en périphérie de sa vision le força à s'arrêter. Appuyé contre un mur tagué, entre des sacs déchirés et l'odeur forte d'urine, se trouvait une femme assise par terre, tenant dans ses bras 2 petits enfants endormis. Victor allait dévier son chemin, comme il le faisait toujours, jusqu'à ce qu'il ressente quelque chose d'inédit. Ce n'était ni de la pitié, ni le choc. C'était une sensation étrange, presque physique, comme si un souvenir ancien venait le frôler. Il regarda de nouveau. Ses yeux, même perdus derrière la saleté et la fatigue, brillaient encore d'une lueur familière. Et lorsqu'elle releva lentement son visage, avec une lenteur douloureuse, et que leurs regards se croisèrent, il se sentit à court d'air. C'était Clara, sa Clara, celle qu'il avait aimée de tout son cœur à 19 ans, celle qu'il n'avait jamais oubliée, et qui, à présent, si proche, semblait venue d'un temps qu'il jurait enterrer pour toujours. Victor ne sut que dire. Il resta là, paralysé, le téléphone toujours collé à l'oreille, n'entendant plus rien de l'autre côté. Le temps autour de lui semblait continuer. Klaxons, pas, vendeurs criant. Mais en lui, tout s'était tu. Clara détourna rapidement le regard, essayant de cacher son visage sous la capuche de son sweat déchiré. Chaque geste trahissait une honte, comme si sa propre existence là, sur le trottoir sale, constituait une excuse. Il fit un pas en avant. Il voulut prononcer son nom, mais la voix se refusa. À la place des mots, un nœud se forma dans sa gorge. Clara, réussit-il à murmurer, à peine audible. Elle ferma les yeux, comme si ce nom la blessait. Pendant un instant, Victor crut s'être trompé. Peut-être n'était-ce pas elle. Mais alors, sans le regarder, elle murmura « Tu ne devrais pas me voir comme ça ». Les minutes qui suivirent semblèrent appartenir à un rêve confus. Victor s'agenouilla à ses côtés, sans se soucier du trottoir mouillé ou des regards d'inconnus. Il vit de près les petites filles, jumelles, bien trop jeunes pour ce monde dur. L'une dormait, le front reposant sur l'épaule de sa mère, tandis que l'autre suçait son petit doigt, accroché à un morceau de tissu sale. Le cœur de Victor se serra. Il tenta de toucher le bras de Clara, mais elle se recroquevilla. « Il n'y a pas besoin d'avoir pitié », dit-elle, d'une voix ferme, en dépit de la fragilité de son corps. C'était elle-même, toujours fière, toujours cherchant à protéger les autres d'elle. « Ce n'est pas de la pitié, Clara. C'est autre chose », répondit-il, sans parvenir à nommer ce qu'il ressentait. En réalité, c'était un tourbillon. Culpabilité, surprise, nostalgie, peur. Elle continuait à éviter de croiser son regard. « Pars, Victor, s'il te plaît. Fais comme si tu ne m'avais pas vu. » Mais il était déjà trop tard. Il l'avait vu. Et en lui, quelque chose qu'il croyait mort venait de se réveiller. Victor passa la journée comme un fantôme dans son propre bureau. La réunion qu'il avait à 7 heures se déroula, mais il ne se souvenait d'aucune parole, d'aucune décision prise. Son esprit s'était envolé vers un autre lieu, ou peut-être un autre temps. Chaque minute, il revivait le visage de Clara, désormais si éloignée de la jeune fille pleine de rêves qu'il avait connue en 1999, dans une place de quartier où elle dansait, pieds nus sur l'herbe, affirmant que la vie n'avait de sens que si elle était légère. Aujourd'hui, elle était différente, marquée par la froideur des rues, les épaules voûtées par une douleur qu'il ne savait mesurer. L'image des enfants le hantait, si petite, si fragile, avec le même regard silencieux que leur mère. Victor tentait de se concentrer sur les chiffres, les contrats,
les objectifs trimestriels, mais tout semblait absurde. Rien n'avait de sens. Pour la première fois depuis des années, il se demanda ce qu'il faisait de sa propre vie. Tant d'immeubles, tant d'argent, tant de statuts, et aucun sens réel. Il pouvait s'acheter une voiture neuve chaque semaine, mais il ne savait pas comment réparer ce passé qui frappait désormais à la porte du présent. Cette nuit-là, la pluie tomba fine et persistante, comme si le ciel lui-même portait ses chagrins. Victor conduisit lentement à travers la ville, le siège inclinable, la cravate desserrée, et un silence lourd emplissant la voiture. Il ne savait pas où il allait, il savait seulement qu'il devait revenir. Et il revint, dans la même rue, contre le même mur. Il gara la voiture et marcha jusqu'à l'endroit où elle avait été plus tôt. Le sol était humide, le vent mordait, et le coin du trottoir était désormais vide. Un mélange de soulagement et de désespoir l'envahit. Et si elle était partie? Et s'il ne la retrouvait plus jamais? Mais alors, en tournant au coin de la rue, il vit une couverture déchirée soigneusement, disposée près d'une grille. Là se trouvait Clara, tenant les deux petites filles blotties contre sa poitrine, les protégeant du vent comme elle le pouvait. Victor s'agenouilla de nouveau. « Viens avec moi, s'il te plaît », demanda-t-il. Clara mit de longs instants à répondre. Il y avait de la colère dans ses yeux, pas dans les siens, mais celle de la vie. Ce n'est pas si simple, Victor. Il avala difficilement. Je sais, mais ça ne doit pas être si difficile à affronter seul. Clara hésita longuement. Elle ne faisait pas confiance aux promesses. Elle en avait entendu tant, toute déçue par le temps ou par la lâcheté de ceux qui les faisaient. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Victor qui n'était plus le même qu'avant. Ce n'était pas le regard du jeune homme impétueux qui parlait de grands rêves et d'évasion vers la campagne. C'était un regard plus fatigué, plus sincère, comme celui qui comprend enfin ce qui importe vraiment. D'un geste lent, comme pour tester ses propres limites, Clara arrangea l'une des filles dans ses bras et se leva. « Si je te suis, ce ne sera pas juste un problème de plus, hein ?» Victor ressentit cette question comme un coup de poing. « Tu n'as jamais été un problème, Clara. Tu as toujours été ma meilleure partie. » Et alors, elle partit. Ils prirent un taxi. Durant le trajet, elle ne dit rien, se contentant de regarder par la fenêtre, les cheveux collés au visage et les yeux embués. Les filles dormaient dans ses bras, indifférentes à ce changement de destin. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Clara regarda le bâtiment comme s'il appartenait à une autre planète. Elle hésita à entrer, comme si elle craignait de salir le sol de sa propre existence. Victor ne dit rien. Il ouvrit simplement la porte. Elle entra lentement, comme celle qui pénètre un territoire interdit, ou sacré. La première nuit fut silencieuse. Victor offrit un bain chaud, de la nourriture fraîche, des vêtements propres. Clara le remercia, d'un regard, mais parla à peine. Quant aux filles, elles se réveillèrent avec un éclat que Victor n'avait jamais vu chez des enfants, un mélange d'étonnement et d'une joie primitive. Elles couraient pieds nus sur le tapis du salon, émerveillées par la télévision, par les jouets improvisés avec des coussins, par la cuisine pleine de choses dont elles ignoraient le nom. Victor les observait tendrement, se sentant un intrus dans sa propre maison, comme si, pour la première fois, elle était réellement vivante. Lorsque Clara sortit du bain, enveloppée dans une serviette et les cheveux détachés, elle semblait être une autre personne. Ou peut-être était-elle, pour la première fois, redevenue elle-même. Pourtant, elle s'assit sur le canapé, comme si elle était assise sur des éclats de verre. « Ce n'est que pour une nuit, d'accord ?» dit-elle d'un ton bas, comme pour se protéger. Victor acquiesça, respectant cette limite. Mais il savait, et elle le savait aussi, même si elle ne l'avouait pas, que quelque chose avait changé. Cette maison, jadis froide et impeccable, portait désormais une nouvelle sonorité, le son d'un recommencement. Dans les jours qui suivirent, Clara vécut entre deux mondes, celui de la survie, encore imprimé sur sa peau, dans ses gestes méfiants, dans le sommeil léger de celle qui redoute le vacarme de la rue, et celui de la promesse de quelque chose de nouveau, qui commençait peu à peu à prendre forme en elle. Au début, elle refusait tout. « Je ne veux pas dépendre de toi », disait-elle, évitant de croiser son regard. Victor, patient, laissait simplement les options ouvertes. Une chambre rien que pour elle et les filles, des repas préparés à l'heure, un nouveau sac à dos avec du matériel scolaire, le contact d'une thérapeute de confiance. Tout sans aucune imposition. Tu n'acceptes que si tu le veux, et quand tu le voudras. Il ne savait pas comment gérer tout ce processus.
Il avait l'habitude de résoudre les problèmes avec des tableurs, pas avec des blessures, mais il savait écouter, et il écoutait avec une présence que Clara n'avait jamais connue auparavant. Elle commença à écrire, d'abord sur des bouts de papier, puis dans un carnet que Victor avait laissé sur la table de chevet. Ce n'étaient que des notes éparses, des phrases, des listes, des souvenirs confus. La nuit, après que les filles se furent endormies, elle écrivait comme si elle cousait ses propres fragments. Et là, dans ce silence intime, un nouveau fil se forma entre eux, tissé de respect, d'attente et de quelque chose qui était peut-être de l'amour, même si aucun des deux n'osait le nommer. Victor, de son côté, se transformait en silence. À chaque petit geste, un café préparé par elle, un sourire des filles, une conversation sans hâte en fin de journée, il prenait conscience qu'il avait vécu à moitié. Il commença à quitter le travail plus tôt. Il annula des dîners formels, refusa des voyages inutiles. Il voulait être là, avec elle, avec. Le temps, Clara demanda si elle pouvait aider dans l'entreprise. « Je ne veux pas rester inactive », dit-elle, le regard déterminé. Il l'emmena dans une des salles administratives et, peu à peu, elle commença à organiser des processus, à revoir des tableurs, à structurer des dossiers, et elle surprit tout le monde. Elle avait un esprit vif, attentif aux détails, une capacité naturelle de leadership qu'il ne se souvenait pas avoir remarquée auparavant. Les employés commencèrent à la consulter, à lui demander des conseils, et Victor observait tout cela avec un mélange de fierté et de fascination. « Tu es né pour cela », lui dit-il un jour. Clara rit, comme si elle ne se reconnaissait pas encore, mais quelque chose en elle avait changé. Le miroir ne renvoyait plus uniquement l'image d'une femme blessée. Il y avait de la force là. Il y avait un chemin. Et pour la première fois depuis longtemps, elle commença à croire qu'elle méritait peut-être un nouveau départ. Non pas à cause de Victor, mais pour elle-même. Tout semblait se mettre en place, jusqu'au jour où le passé frappa de nouveau à la porte, non pas en métaphore, mais en chair et en os. C'était par un gris vendredi après-midi, alors que Clara allait chercher les filles dans leur nouvelle école, qu'elle le vit, debout de l'autre côté de la rue, appuyé contre une moto, avec ses mêmes yeux froids d'antan. Felipe, le père des filles, celui qui avait disparu quand Clara avait le plus eu besoin de lui, qui avait promis de s'en occuper, mais qui avait disparu avec le loyer et les derniers sous qu'il possédait. Son sang se glaça. Il sourit avec arrogance, comme s'il ne devait rien. « Tu vis bien maintenant, hein ?» dit-il, traversant la rue comme s'il avait le droit de s'approcher. Clara trembla. Un instant, elle redevint cette femme acculée, craignant tout. Les filles la tenaient par la main, joyeuse, mais elle était ailleurs, dans un cauchemar ancien. « Pars, Felipe, tu n'as rien à faire ici. » Il fit un pas, puis un autre. « Ces filles sont toujours mes filles, n'oublie pas. » Clara se plaça devant elle, tel un mur de chair et d'os. « Tu as perdu ce droit le jour où tu as tourné le dos. » À cet instant, il ne fit aucun doute. Elle n'était plus la femme brisée d'antan. Elle se tenait debout, complète. En rentrant chez lui, Victor se rendit compte de l'impact de cette rencontre, sans qu'elle ne prononce un mot. Elle entra silencieusement, le visage pâle, et se dirigea directement vers la chambre. Il ne la força pas. Il attendit. Des heures plus tard, Clara apparut dans le salon, les yeux encore rouges, mais avec une posture résolue. Elle s'assit à côté de lui prit la main fermement, et raconta tout. Elle n'omettait rien. Ni la honte, ni la colère, ni la peur qu'elle avait ressentie en revoyant cet homme. Victor l'écouta en silence, serrant sa main avec force à chaque pause. Lorsqu'elle eut terminé, il demanda simplement « Tu veux que je fasse quelque chose ?» Clara secoua la tête. « J'ai déjà fait. Je me suis protégée. Je les ai protégés. Et ça, Victor, ça, je n'ai jamais réussi à le faire avant. » Il sourit avec les yeux. Ce n'était pas le genre de victoire qui ferait les gros titres, mais là, sur ce canapé, Clara avait remporté la plus grande bataille de sa vie, celle de ne plus fuir, celle de se voir comme quelqu'un capable de dire non avec fermeté, de défendre ce qu'elle aime, de se reconnaître pleinement. Et Victor comprit, sans qu'elle ait besoin de le dire, que ce moment lui appartenait, qu'il suffisait d'être à ses côtés et non en tête. Cette nuit-là, Clara dormit profondément pour la première fois depuis son arrivée. Et c'est justement dans ce calme que Victor se rendit compte à quel point la maison avait changé. Non pas à cause des meubles ou des nouveaux tableaux accrochés au mur,
mais par le son des pas légers des filles courant dans le couloir, par les dessins collés sur le réfrigérateur, par les rires timides autour de la table. À manger. La maison avait désormais des odeurs, des voix, du mouvement. Elle avait vie. Victor se surprenait à observer Clara de loin, pendant qu'elle riait avec les filles, leur apprenait les chiffres avec quelques grains de riz, ou pliant les vêtements fraîchement lavés avec un soin presque rituel. Il remarquait des détails qui auparavant passeraient inaperçus, la façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille en se concentrant, le regard lointain qu'elle jetait par la fenêtre quand elle pensait à quelque chose d'éloigné, la manière dont elle offrait toujours le premier morceau d'assiette aux filles. C'était là, dans ses gestes silencieux, qu'il discernait la femme qu'elle était devenue, plus forte, plus mûre, plus belle que n'importe quel souvenir de sa jeunesse. Mais, avec cet enchantement, grandissait aussi une appréhension. Et si elle croyait encore que tout cela était temporaire? Et si, au fond, elle pensait ne pas mériter de rester? La peur de perdre ce qu'elle n'avait jamais vraiment possédé commença à hanter Victor. Jusqu'alors, il avait respecté chaque espace, chaque silence, chaque barrière. Mais désormais, il commençait à désirer davantage. Non par besoin, mais parce que, pour la première fois dans sa vie, aimer semblait simple. Il n'y avait ni jeu, ni promesse creuse, ni stratégie. Il y avait de la présence, de l'écoute et du soin. Un dimanche après-midi, alors que les filles dormaient, Clara apparut sur le balcon avec 2 tasses de thé. Elle s'assit à côté de lui, emmitouflée dans une couverture, et resta silencieuse pendant quelques minutes. Puis, elle le regarda avec un mélange de sérénité et de crainte. « Tu m'aimes encore, Victor ?» La question sortit si doucement qu'elle semblait avoir été soufflée par le vent. Il ne répondit pas immédiatement. Il prit sa main délicatement et posa son front contre le sien. « Ce n'est plus l'amour que je ressentais quand nous étions jeunes. C'est autre chose. C'est un amour qui sait attendre, qui ne veut pas te changer, qui veut simplement construire ensemble. » Clara ferma les yeux et, pour la première fois, laissa couler ses larmes sans se sentir coupable. Dans ce geste simple, elle permit à l'amour de redevenir un foyer, non pas un lieu d'évasion, mais un lieu de permanence. Avec le temps, Clara cessa de compter les jours. Elle ne dormait plus, valise prête sous le lit comme autrefois, au cas où elle devrait s'enfuir. Les filles commencèrent spontanément à appeler « Victor, papa », entre balbutiements innocents et câlins serrés autour du cou. Au début, il ne sut comment réagir. Il resta figé, sourit maladroitement, pleura dans la salle de bain par la suite. Mais Clara comprit la portée de ce geste. « Elle ressente », dit-elle un jour en observant les filles dessinées sur le sol du salon. « Elle ressente quand il y a quelqu'un qui reste. » Et Victor resta. Aux anniversaires, aux nuits de fièvre, aux matins de paresse. Clara reprit ses études, se forma à un cours technique et commença à diriger une équipe au sein de l'entreprise de Victor, avec ses propres idées, une voix affirmée, du respect. Elle était admirée, non pas parce qu'elle était sa femme, mais parce qu'elle était elle-même, forte, juste, intelligente. Et, pour la première fois, elle se voyait ainsi. Le passé existait encore, mais désormais, il tenait dans une petite boîte où elle pouvait regarder et dire « C'était réel, mais cela ne me définit plus ». Un matin, Clara entra dans la chambre des filles et trouva l'un des dessins qu'elles avaient réalisés. C'était simple, réalisé au crayon de cire. Une maison colorée, 4 personnes se tenant la main, et au-dessus d'elles, un énorme soleil souriant. Dans un coin, en lettres bancales, était inscrit « Notre famille ». Clara sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle s'assit sur le lit, tenant le dessin, tandis que son cœur battait à un rythme différent. Ce dessin, plus que n'importe quel contrat, diplôme ou geste romantique, représentait ce qu'elle n'avait jamais eu auparavant, un sentiment d'appartenance. En fin de journée, elle apporta le dessin à Victor. Il le lut, sourit, et, sur un élan spontané, sortit de sa poche une simple bague en argent qu'il portait depuis des semaines, sans oser la lui offrir. « Ce n'est pas pour te retenir, c'est pour te rappeler que tu ne marcheras plus jamais seul », dit-il, les yeux embués. Clara respira profondément, sourit à travers ses larmes, et répondit avec la certitude de celle qui se reconnaît enfin dans le miroir. « Je sais, et c'est pour cela que je reste. » Le jour où Clara décida d'accrocher ce dessin sur le mur du salon, Victor réalisa qu'il représentait le plus grand symbole de tout ce qu'ils avaient construit.
Ce n'était ni un cadre coûteux, ni la signature d'un artiste. C'était le trait innocent de deux enfants qui avaient trouvé refuge, amour et permanence. La maison n'était plus la même. Elle sentait le gâteau en fin d'après-midi. Résonnaient des histoires lues à haute voix, des disputes sur les jouets, des devoirs scolaires, et aussi de silences réconfortants. Parfois, le soir, Victor se surprenait à penser à ce que sa vie aurait pu être s'il ne s'était jamais arrêté sur ce trottoir ce jour-là. Mais il chassait rapidement cette pensée. Non pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'il comprenait. Certaines rencontres ne sont pas une coïncidence. Ce sont des rectifications tardives de la vie, des chemins presque oubliés, qui se retrouvent. Clara n'était plus seulement l'amour de sa jeunesse, elle était l'amour entier, choisi, mûr, et lui, enfin, savait aimer sans avoir besoin de tout contrôler. Chaque matin, en voyant les filles courir dans le couloir et Clara le regarder avec ce sourire serein, Victor comprenait que tout ce qu'il avait perdu, d'une manière ou d'une autre, lui était revenu, transformé certes, mais encore plus précieux. Et si quelqu'un demandait aujourd'hui qui était Victor Andrade, il ne dirait pas qu'il était entrepreneur, propriétaire d'entreprise ou investisseur à succès. Il dirait « Je suis le père de Sophia et de Laura. Je suis l'homme de Clara. » Non pas parce qu'il avait tout sacrifié pour vivre cela, mais parce qu'il avait découvert que, malgré tout ce qu'il avait accompli dans le monde des affaires, c'est dans cette rencontre improbable, avec la femme oubliée par le temps, qu'il avait trouvé ce qui comptait le plus. Un véritable foyer. Un foyer non bâti de béton, mais tissé. De liens, de patience, de courage et d'affection. Clara n'avait plus besoin de fuir sa propre histoire. Victor n'avait plus à prouver quoi que ce soit à personne. Il s'était retrouvé au moment opportun, pas le plus facile, ni le plus beau, mais le plus vrai. Et dans ce foyer, façonné de nouveaux souvenirs et de cicatrices acceptées, la vie continuait, sans garantie, mais avec assez d'amour pour affronter ce qui viendrait. Car, en fin de compte, leur plus grande victoire n'a pas été de repartir ensemble. Ce fut de ne pas renoncer à eux-mêmes en chemin. Et cela, personne ne pourrait plus jamais leur l'enlever.